Des produits postaux diversifiés et un service moderne pour la satisfaction des clients. C'est l'ambition des responsables des postes de la sous-région. Ils participent ici à Bamako à la 5e session ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Emploi et formation professionnelle au Mali. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes en difficulté sollicite l'implication des membres du CNT dans la mobilisation de ressources pour booster le secteur. Mercredi 26 avril, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. 5e session ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO à Bamako. En cette ère de révolution du numérique, les participants venus de 15 pays de la sous-région se donnent 4 jours pour ouvrir de grands chantiers de diversification des produits postaux et dégager les moyens idoines pour leur prospérité. Reportage Mamari Kone. Les responsables des postes des États d'Afrique de l'Ouest se retrouvent à Bamako pour examiner et adopter les projets contenus dans le plan d'action 2023-2025. Autre document soumis à leur appréciation, les rapports d'activité et financiers du secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, et le rapport d'auditeur externe. Cette session devrait enfin ouvrir de grands chantiers en cette ère de révolution du numérique en vue de la diversification des produits postaux. Vous conviendrez bien avec moi que les objectifs visés par les projets ne pourront être réalisés que si les postes garantissent un service moderne, sécurisé et une fourniture du service postal caractérisée par une qualité de service irréprochable, gage de la confiance des clients. Nos gouvernements respectifs doivent non seulement s'inscrire dans cette optique, celle des services postaux et de messagerie, qui se transforment pour s'adapter à leur environnement, tout en demeurant utiles, mais aussi et surtout appuyer ce secteur qui laisse à désirer dans notre sous-région afin qu'il soit capable de mettre à la disposition des populations les services sociaux et gagner également le défi de la bancarisation. L'Union postale universelle, le UPI, salue la tenue de cette rencontre à Bamako et se réjouit de la bonne coopération entre l'UPI et la CPAO. C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest dans leur marche vers la transformation du secteur postal. Dans les prochains jours, avec le soutien de la Poste française, nous lancerons le projet intitulé « Chaîne logistique polyvalente et réseau transport de courrier dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour l'efficacité opérationnelle des plateformes régionales. La réalisation de ce projet holistique, dont les fonds sont déjà disponibles, ne sera possible qu'avec la participation de chacun d'entre vous. Plusieurs autres projets dans d'autres domaines avec la CPAO sont en cours. Le Premier ministre, en ouvrant les travaux de cette session, s'est dit convaincu que les acteurs des postes ouest-africaines poseront les jalons d'un nouvel engagement pour le futur de la poste. Le renouveau des activités postales, bien qu'ardu, ne doit jamais souffrir de la résignation des situations difficiles. Notre engagement pour bâtir un environnement postal émergent, tel que décrit dans la stratégie postale d'Abidjan, doit contribuer à rehausser le niveau du débat qui sera inéluctablement enrichissant. Aujourd'hui, face à des situations complexes et dans un monde en évolution constante, seul le raisonnement peut nous aiguiller dans la démarche de transformation de nos postes et nous assurer la place du salut pour l'avenir. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les activités postales sont secouées par le numérique, la persévérance doit être de mise pour honorer le rendez-vous de la révolution numérique. Les pays membres du conseil d'administration de la CPAO se doivent d'emprunter le train de partage d'expériences afin de bâtir pour notre sous-région un environnement postal plus moderne, plus accessible et répondant aux besoins de nos citoyens. Le Premier ministre a remercié la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest pour son soutien à la candidature du Mali et tous ceux qui se sont investis pour permettre la brillante élection de notre pays comme membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle à Abidjan en août 2021. À l'entame de ses propos, le docteur Shogel Kokala Maïga a salué les FAMA qui ne cessent de glaner des victoires importantes sur les différents théâtres d'opération.
Je vous l'annonçais également dans les titres. L'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, tient depuis hier un atelier de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition pour la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Les détails avec Sorona Kamisoko. Créée il y a de cela une vingtaine d'années, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a pour mission principale de concourir à la création d'emplois pour les jeunes tout en leur facilitant l'accès au marché du travail et au crédit. Depuis un certain temps, la structure est confrontée à des difficultés. C'est dans le souci de donner un nouveau souffle à la structure que les acteurs en charge de la question sont réunis à travers cet atelier. Le présent atelier de sensibilisation à l'intention des membres du CNT vise à examiner la faisabilité des mécanismes de financement de l'emploi et de la formation susceptibles de redonner à nos services techniques, particulièrement l'APEJ, les moyens de sa politique, de sa mission compromise depuis la suppression de la taxe emploi jeune en fin 2018. Les études précédentes à l'élaboration du programme emploi jeune ont démontré que les jeunes diplômés peinent à trouver de l'emploi, alors qu'ils sont estimés à plus de 300 000 qui arrivent sur le marché du travail par an. Le présent atelier permettra, j'en suis persuadé, de bénéficier de l'accompagnement des membres du CNT pour accorder au secteur de l'emploi et de la formation une attention toute particulière. Les 2 jours de travaux s'annoncent bien chargés pour les participants, car il s'agit d'examiner minutieusement les problèmes afin de produire un document pouvant aider l'APEJ à sortir de la mauvaise passe. Cet atelier permettra aux membres du CNT de s'imprégner et de s'informer des difficultés de financement. Il sera également un cadre de partenariat pour accompagner la dynamique d'identification de ressources pérennes et d'adoption d'une loi les instituant afin de contribuer au renforcement de l'employabilité des jeunes Maliens. Les membres du CNT qui sont là, je leur demande vraiment de bien réfléchir au cours de cet atelier et de trouver un financement pérenne pour la jeunesse du Mali. Proposons-nous une loi qui va engager l'État désormais à mettre de l'argent à la disposition pour qu'au sortir de cet atelier, on ait un texte qui puisse permettre à M. le ministre de travailler. La rencontre a regroupé, outre les acteurs de l'emploi, des membres du CNT, le département de l'économie et des finances. Une délégation algérienne conduite par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger séjourne au Mali. Ahmed Attaf a eu hier après-midi un bref entretien avec 3 membres du gouvernement, notamment son homologue Abdoulaye Diop, le ministre de la Défense et celui en charge des questions de réconciliation. Un entretien suivi d'une séance de travail entre les 2 ministres des Affaires étrangères élargie aux membres de la délégation, une manière pour le visiteur du jour de mieux comprendre le dossier Mali. La partie malienne a salué cette démarche qui va renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre le Mali et l'Algérie. Je vous propose d'écouter le diplomate algérien au micro de Fousséni Tonkara. Ce n'est un mystère pour personne que la région du Sahel est une région qui est une source de grande préoccupation pour l'ensemble des pays de cette région, y compris pour l'Algérie. Il était donc naturel que je vienne ici. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Il y a aussi la densité des relations bilatérales que mon pays entretient avec les pays de cette zone. J'étais en Mauritanie, je suis aujourd'hui au Mali et ma prochaine destination sera le Niger avec l'ensemble de ces pays frères. Il y a, comme je l'ai dit, cette dense relation de coopération. Je suis là pour évaluer ce qui a été fait avec mes collègues et voir ce qui pourra à l'avenir être réalisé. Et ce que je peux vous dire après mes premiers entretiens, c'est que nous partageons la même évaluation sur la densité de cette relation, les grands projets de coopération qui sont actuellement envisagés ou en cours d'exécution. Je peux vous assurer que la coopération algéro-malienne a de
très belles perspectives devant elles. Nous parlions il y a un instant d'emploi au Mali. Eh bien, 273 personnes admises au concours de la fonction publique et le reliquat de la 3e cohorte n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire sont parties hier pour Bafo. Elles composent la 4e cohorte du service national des jeunes. Parmi ces nouveaux agents de l'État, des personnes vivant avec un handicap, des anciens chercheurs, des auditeurs de justice. Arjumatina. Jour de départ au centre d'instruction de Bafo de la 4e cohorte du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire. Nouvellement admis au concours de la fonction publique, les 273 éléments sont composés des personnes vivant avec un handicap, des anciens chercheurs, des auditeurs de justice et du reliquat de la 3e cohorte n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire. Voulu par les plusieurs autorités, la reprise du service militaire obligatoire pour les travailleurs de l'État constitue un véritable moyen de développement et cultive des vertus de discipline, de rigueur chez l'agent public dans l'exercice de son travail. L'organisation de votre service militaire obligatoire participe de l'affirmation de l'État à travers cette précieuse, voire indispensable formation. En effet, cette lumineuse vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de la reprise de la formation militaire obligatoire des admis à la fonction publique, consacrait l'opérationnalisation des textes qui régissent les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des autres statuts en République du Mali. Cette formation sera une occasion pour développer chez vous un lien sacré de fraternité, l'esprit d'unité et de cohésion sociale. Chers éléments de la 4e cohorte, je vous exhorte à plus d'abnégation, d'humilité et d'engagement pour cette formation. Les éléments qui sont régis par les lois et règlements militaires durant toute la durée de la formation sont d'ores et déjà confiants et sereins. Personne en situation de handicap, je suis prêt mentalement et physiquement. Donc le peu que je peux faire physiquement, je vais le faire, même si on ne me demande pas de le faire. Et mentalement, moi je sais que cette formation-là, c'est pour mûrir vraiment l'esprit, c'est pour donner la déontologie des métiers que nous allons faire après la formation. Je suis contrôleur du trésor, donc ça va me faire connaître les institutions de l'État. C'est une étape importante pour moi en tant que citoyen, ensuite en tant que fonctionnaire aussi, agent de l'État. C'est une bonne idée en principe. Moi, j'aurais souhaité qu'on l'élargisse à tous les citoyens plutôt que de les réduire seulement aux fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ne représentent qu'une minorité. Or, quand il s'agit de construire une nation, on a besoin de tout le monde. Et donc, c'est avec détermination qu'on y va. Ce service représente un devoir suprême pour moi en tant que citoyen malien, et c'est pour moi donc le début du commencement donc d'une, si vous voulez, de notre vie, si vous voulez, d'une autre philosophie de la vie que je mènerai désormais, ce qui permettra d'avoir un autre regard, n'est-ce pas, sur notre pays et sur la fonction publique de notre pays. Les désormais agents de l'État doivent, à travers cette formation, acquérir les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Quant à la formation, la forme active s'appliquera à ceux qui répondent aux exigences physiques requises et la forme civile concernera les éléments identifiés inaptes. Les avancées enregistrées dans la lutte contre le paludisme ont été communiquées hier 25 avril à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. Dans la dynamique d'atteindre 0 cas de paludisme, l'OMS et des organisations diplomatiques s'engagent à accompagner le Mali. Reportage Awadit Makamara. RTSS, c'est le nom du vaccin préventif contre le palu. Il sera testé au Mali en 2024. C'est la bonne nouvelle de la célébration de la Journée mondiale contre le paludisme. Ce mal du siècle continue de faire des ravages. Ce sont des millions de personnes, en majorité des femmes enceintes et les enfants qui en pâtissent. Cette journée de mobilisation fait le bilan de la lutte. Les chiffres font froid au dos. À titre illustratif, 247 millions en 2021 contre 247 millions en 2020 selon l'OMS. Au Mali, les établissements de santé ont enregistré plus de 3 millions de cas avec 1498 décès. Les défis restent considérables. C'est surtout
la couverture des populations marginalisées. Nous savons qu'avec la situation socio-politique du pays, nous traversons des moments de crise qui fait qu'il y a une catégorie de populations qui sont difficiles d'accès. Il y a des personnes qui sont en déplacement, qui n'ont pas accès facile aux structures sanitaires. Tout ça, ce sont des défis. Pour y faire face, l'Organisation mondiale de la santé lance de nouvelles stratégies. Des stratégies qui viennent en appui aux différents programmes politiques. Une des stratégies qu'on peut recommander, c'est d'abord le guide de lutte contre le paludisme qui a été publié en novembre 2022. Nous avons aussi des toolkits paludisme, toolkit malaria. Ça sont des plateformes au niveau de l'Internet. Le Mali a été aussi un des pays qui a beaucoup contribué dans les recherches, surtout le développement des vaccins. Des chercheurs qui ont reçu l'accompagnement des autorités de la transition. Face à la gravité, le gouvernement a entrepris des actions. Ainsi, en 2022, les ressources engagées dans la lutte contre le paludisme ont permis non seulement d'organiser la campagne de pulvérisation intradomiciliaire avec une couverture globale de 109% des structures pulvérisées dans 19 aires de santé des districts de Bajangara, Djéné et Mopti, mais aussi d'acquérir des intrants, notamment 1 385 000 moustiquaires imprégnés, 6 150 625 tests de diagnostic rapide, 5 354 741 combinaisons thérapeutiques. Le gouvernement plaide pour la mobilisation des ressources afin de parvenir à des résultats plus probants. L'élan amorcé par le gouvernement et ses partenaires au développement dans la mobilisation des ressources doit être maintenu. La subvention paludisme de 48 826 430 861 francs CFA du Fonds mondial pour la période de 2022 à 2024, ainsi que la contribution de 12 500 millions de francs CFA annuels de l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, le lancement de la campagne Zéro Palud, je m'engage en novembre 2021 par M. le Premier ministre chef du gouvernement avait pour but de mobiliser davantage de ressources internes en faveur de la lutte contre le paludisme. Des messages d'espoir qui réconfortent non seulement les chercheurs, mais aussi les patients, la finalité étant de baisser la courbe. Des victimes de l'attaque de Sévaré ont reçu une quantité importante de vivres et non-vivres. Le don est du président de la transition et des acteurs humanitaires de la région de Mopti pour atténuer la souffrance des bénéficiaires. Boubacar Sangal. Un ouf de soulagement pour les victimes de l'attaque de Sarema. Les 28 ménages affectés par l'attaque et leurs familles d'accueil au nombre de 40 reçoivent des vivres et des biens non alimentaires. Ce geste de la communauté humanitaire de la région de Mopti vient en appui à celui du président de la transition, colonel Assimi Goïta, dès les premières heures de l'attaque déjouée par les forces de défense et de sécurité du Mali. Nous avons d'abord un appui financier fait par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et un appui en vivres qui l'a accompagné. Au-delà de son appui, nous avons une quantité importante de vivres qui est composée de riz, de petits pois, d'huile, de tentes qui va constituer les abris pour les gens, de couvertures, de moustiquaires, de matériel de cuisine, j'en passe. Nous allons couvrir d'autres besoins, entre autres l'éducation des enfants, et à moyen terme, nous penserons aussi à l'autonomisation de ces familles victimes. Les victimes de l'attaque, encore sous le choc, saluent le geste des donateurs. Cet après-midi, je suis à la fois triste et contente. Nous remercions les donateurs. Nous avons vraiment souffert de cette attaque. C'est la solidarité, parce que depuis le samedi matin, tout le Mali s'est mobilisé au chevet de Mopti. Les 68 ménages bénéficiaires de cette remise comprennent 366 personnes, dont 217 enfants. C'est la fin de ce journal. À 20h, vous serez en compagnie de Salimata Daou pour la grande édition. À 23h, Abdul Karim Kaba sera là pour la dernière édition. Et moi, je vous dis à demain 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.